Monsieur le Président, vous avez dit que le Canada devrait devenir le 51e État. Eh bien, je le crois toujours. Mais vous savez, il faut être deux pour danser le tango, n'est-ce pas? Mais non, je le crois. Je veux dire que je crois que ce serait une réduction d'impôts massive pour les citoyens canadiens. Ils auraient droit à une aide militaire gratuite, à des soins médicaux exceptionnels et à d'autres avantages. Vous savez que je suis un promoteur immobilier dans l'âme. Lorsque vous vous débarrassez de cette ligne artificiellement tracée, quelqu'un a tracé cette ligne il y a de nombreuses années à l'aide d'une règle, juste une ligne droite à travers le pays. Lorsque vous regardez cette magnifique union, je suis un artiste et je vois cette beauté. Et je me suis dit que c'était ainsi que cela devait être. Je pense que c'est beaucoup mieux pour le Canada. Vous avez vu McCartney qui a appris la leçon ici. Il vaut mieux la pas bouger. Surtout ne rien dire. Hein, mais c'est intéressant parce qu'il est interviewé juste après par la presse. Et une des choses qu'il dit, c'est heureusement vous n'avez pas vu ce qui passait par ma tête pendant cette interview. Je pense que comme beaucoup, il est choqué par les propos, mais lui, il a compris qu'il vaut mieux se taire effectivement et les laisser parler tout simplement. Il y avait des blagues qui circulaient juste après que Mark Carney soit devenu Premier ministre, avec Carney qui envoie des fleurs à la Maison-Blanche en disant « Merci Donald », parce que finalement, on pressentait jusqu'à janvier-février que c'était son rival conservateur qui allait gagner. Et là, il a tellement bien tenu tête à Trump, et c'est vraiment un des leaders internationaux qui a le plus tenu tête à Trump, à part peut-être Zelensky aujourd'hui, et qu'il a été élu un peu grâce à Trump. Et c'est quand même quelqu'un, c'est tout le contraire de Trump. C'est quelqu'un qui est extrêmement éduqué, qui était à la tête de la Banque d'Angleterre avant de rentrer au Canada, qui a un ou même deux doctorats. Il a un doctorat en économie d'Oxford, il a été gouverneur du Banque de Canada et de l'Angleterre. Donc bon, regardez les universitaires entre le snobisme universitaire, 2 doctorats. On commence à être un être humain à 2 doctorats. En dessous, on est. Nous sommes. Voilà. Est-ce que vous considérez, on peut encore vous adresser la parole, vous les mandarins. Comment? Les mandarins. Oui, les mandarins sont sur le plateau. Moi, j'ai pas de doctorat. C'est Elisabeth qui est. Non, mais la vraie quand on parle d'économie, par exemple, moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est pas le fait qu'il a un doctorat, bien qu'un doctorat d'économie d'Oxford, c'est quand même impressionnant. Mais quand il parle d'économie, Trump, qui clairement ne connaît rien, le Premier ministre canadien, avec une grande sourire, ne dit rien, alors que Trump est en train de raconter des bêtises phénoménales, sont les chiffres justement du commerce entre le Canada et les États-Unis. Cela étant, derrière le show et les etc., vous avez entendu, il dit qu'il faut être 2 pour danser le tango. Absolument, c'est là-dessus que je voulais insister. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour, c'est que a priori, on est plutôt dans une logique coopérative, c'est-à-dire que Trump n'a pas abandonné ce projet qui est probablement déraisonnable de vouloir annexer le Canada, mais il ne menace plus d'une opération militaire possible, alors qu'il y avait quand même des sous-entendus au cours des dernières semaines où il se montrait nettement plus belliqueux qu'il l'est aujourd'hui. Sur la méthode, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est possible. En fait, je pense que c'est à ça qu'on reconnaît Trump. On en parlait tout à l'heure avec Giuliano d'Ampoli, c'est qu'il peut prendre des décisions qui ont l'air totalement irrationnelles et qui souvent le sont. Et c'est un peu sa signature, comme celle de ces prédateurs qui sont aujourd'hui au pouvoir dans un certain nombre de sujets, dans un certain nombre de pays, c'est que pour imposer leur pouvoir, il faut qu'ils surprennent. Il faut qu'ils disent, nous ne sommes prisonniers de rien, d'aucune convention, d'aucune règle, d'aucune technocratie, d'aucune diplomatie, et que tout est possible. Et je pense que Trump, dans une certaine mesure, doit jouir de cette capacité qu'il a à brutaliser, même verbalement, ses interlocuteurs. Et je pense qu'il y a une part de mise en scène dans ces conférences de presse communes où il doit se dire, bon, alors là, le gars s'assied dans le fauteuil, il sait comment j'ai traité Zelensky, il doit s'attendre à passer un mauvais moment. Est-ce que je peux vous surprendre, peut-être vous choquer, j'espère que j'arriverai à vous choquer, vous êtes inchoquable, mais est-ce qu'il y a un peu de Zelensky chez Trump et vice-versa, c'est-à-dire ce côté provoquant, habile, comédien d'origine, l'un et l'autre ont une fibre comédienne, mais il ne faut pas prendre toujours au premier degré, et ils savent s'adapter. Oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire, c'est un peu Zelensky, il a commencé, il était, je pense, le premier leader international de ce niveau, et surtout tellement visible, qui a cassé ses codes habituels de politiquement correct, de se présenter
présenter toujours costume-cravate, de parler un peu la langue diplomatique, ne pas tout dire. Zelensky, il est sorti, il a dit les choses comme elles sont, il a nommé les différentes personnes par leur nom, carrément, vraiment, il allait franco. Et Trump, c'est sa nature. C'est quelqu'un qui n'est pas, il n'est pas limité par une éducation, par les normes, par... Lui, il arrive, et en fait, c'est même pas un jeu, c'est sa nature, il est organique dans ça. Sauf qu'il arrive dans un monde où tous les autres acteurs sont obligés, en fait, ils sont plutôt préparés à jouer un peu les rôles. Il y a un protocole à respecter, il y a les mots qu'il faut dire, il faut les mots qu'il ne faut pas dire, il faut se comporter de telle manière. Il y a les règles de jeu très précises. Et lui, il arrive, il s'en fout, il casse tout, il dit voilà, comme c'est, il appelle encore, il peut... Et en plus, par sa méconnaissance, nous sommes en plein Dunning-Kruger, vous savez, ce symptôme qui montre plus la personne, moins elle a des connaissances, plus elle croit en elle et elle pense qu'elle a raison. Donc lui, c'est vraiment dans ce cas. Et comme ça choque, les interlocuteurs ne réagissent pas tout de suite. Et Trump, il est content de lui. Il dit, bah, ça y est, je suis arrivé, voilà, ils n'ont rien à dire. Je suis tellement intelligent. Allez aux limites, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand De Gaulle dit « Vive le Québec libre » au balcon, je crois que c'est le concierge de l'hôtel de ville qui a raconté la scène, il n'y avait pas de micro. Et puis De Gaulle dit, mais il n'y a pas de micro. Et puis les politiciens qui sentent venir le problème disent, non, il n'y a pas de micro. Et c'est le concierge qui dit, si, monsieur le président, il y a un micro là. Il prend le micro et il dit, vive le Québec libre, ce qui est un acte politique à la limite du supportable, évidemment. Il est allé extrêmement loin, mais l'histoire n'a pas donné raison. Peut-être qu'un jour, elle lui donnera raison. Oui, alors on peut dire que c'est le propre des gens qui marquent l'histoire que de la transgresser. C'est-à-dire qu'ils écrivent leur propre... ils tracent leur propre destin avec des décisions transgressives, comme De Gaulle partant à Londres alors qu'il est tout seul. Sauf qu'il faut avoir une vision. Et c'est peut-être ça, en tout cas, c'est ça que je trouve le plus gênant chez Trump, c'est pas qu'il respecte pas les bonnes manières, parce qu'après tout, ça permet au plateau de télévision d'être un peu animé, mais c'est qu'il donne le sentiment de pas vraiment savoir où il va. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que les Américains vont finir par s'en rendre compte, et donc ils risquent de le renvoyer à ses études. Alors, c'est la grosse différence avec Zelensky, parce que Zelensky, il a une vision claire. Mais je pense à la place de McCartney, comment est-ce que vous auriez répondu? Parce que là, vous avez Trump qui vous envoie ça dans la figure, vous êtes Premier ministre du Canada, quand même, il faut répondre quelque chose. Qu'est-ce que vous auriez répondu? Moi, j'aurais peut-être répondu, si on est artiste, on a le droit d'avoir des visions différentes des choses, et moi, je préfère les choses... Je n'aime pas les lignes droites, justement. Donc... Écoutez comment McCartney a répondu. Si vous le permettez, comme vous le savez, dans l'immobilier, il y a des endroits qui ne sont jamais à vendre. Nous sommes assis en ce moment dans un de ces lieux, le palais de Buckingham, que vous avez aussi visité, en est un autre. Et après avoir rencontré les propriétaires du Canada au cours de la campagne ces derniers mois, nous savons qu'il n'est pas à vendre et qu'il ne le sera jamais. En revanche, il y a une opportunité dans ce partenariat et dans ce que nous pouvons construire ensemble, et nous l'avons déjà fait dans le passé. Il est bien préparé, en tout cas. Très bonne réponse. Mais il est très posé. Il a aussi lu certainement peut-être l'interview de Trump. Et vous avez vu Trump qui dit oui, c'est vrai, qui aime bien. Il lui a parlé de sa langue, il lui parlait de construction, d'immobilier, et tout de suite ça parle, vous voyez, au promoteur immobilier qu'il est. Amiral. Non, c'est parfait. Parfait, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Effectivement, il répond sur le ton, avec le ton qu'il faut, avec l'humour qu'il faut. C'est une très très belle réaction. Je pense que la pire des réactions, même si c'est la plus tentante, c'est de s'indigner. Oui. Parce que effectivement, tout ça est absolument surréaliste. C'est profondément irrespectueux de ce qu'est la souveraineté d'un pays. Mais si on entre dans le jeu de l'indignation, il y a une espèce de montée aux extrêmes où Trump va forcément gagner à la fin parce que lui, il respecte aucune règle. Et donc, effectivement, cette espèce de réponse très, très chic avec un humour très britannique, c'est sans doute la meilleure façon de désamorcer la crise. Et il a rappelé que le propriétaire du Canada, ce sont les Canadiens. C'est pas lui, ce sont les Canadiens. Et là, il a été chercher ça chez Zelensky, qui avait dit la même chose, qui avait dit qu'il n'était pas propriétaire de l'Ukraine et que par conséquent, il ne pouvait pas la brader, mais qu'il appartenait aux Ukrainiens de le faire.
Après ce qui s'est passé le 28 février, je pense que Zelensky est devenu un peu le coach de décideurs internationaux pour expliquer comment il faut se comporter et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors, il y a la part de l'improvisation, des propos choquants à dessein, et il y a la part très organisée, et notamment la volonté de défense des États-Unis d'Amérique qui a atteint un seuil tout à fait inédit. C'est 1000 milliards. On l'évoquait, il y a d'autres développements ce soir à ce sujet sur ce que représente cette gigantesque puissance américaine. Regardez les chiffres, ça veut dire plus 13% en un an. Alors vous, amiral, qui vous occupez dans la défense, la dissuasion nucléaire, c'est le poste le plus lourd. Donc vous pouvez mesurer ici ce que veut dire 1000 milliards de dollars. Oui, mais ce n'est pas tellement une surprise. D'abord, il faut raisonner en parité de pouvoir d'achat, si j'ose dire. C'est-à-dire que le dollar n'a pas la même valeur, ne peut pas acheter la même chose aux États-Unis d'Amérique ou en Chine. Donc quand on commence à comparer des budgets, il faut savoir ce qu'on peut acheter avec $1 aux États-Unis d'Amérique et ce qu'on veut acheter avec $1 en Chine. Et ce n'est pas du tout la même échelle. Donc c'est pour ça que les Chinois ont actuellement des porte-avions, ils les font à la chaîne, et les Américains ont bien du mal à faire leurs porte-avions à la chaîne. Et si les Américains ont autant augmenté leurs dépenses, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'eux aussi avaient été assez loin, et c'est assez paradoxal, dans les dividendes de la paix, parce qu'ils ont considérablement regroupé leur industrie, par exemple. Et au moment où il a fallu répondre à cette production de masse face à la fois à la demande de l'Ukraine et d'Israël, ils se sont trouvés plutôt dépourvus. Et ça, les Américains, ça les a profondément choqués. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que leur stock ne leur permettait pas d'alimenter ces deux alliés simultanément, qu'il fallait faire des choix, dont l'Ukraine a souffert d'ailleurs, puisque la priorité a été donnée aux Israéliens. Ça a été très clair. Et donc, c'est ça qui, aujourd'hui, fait que Trump, il répond avec le carnet de chèques, comme beaucoup, en se disant on va pouvoir relancer la machine. Et il y a d'ailleurs des grèves. Et actuellement, il y a des grèves. Dans la négociation, par exemple, pour les constructions de sous-marins, les chantiers se sont mis en grève en disant nous, on veut des primes. Puisqu'il y a de l'argent, on veut des primes. Résultat, le sous-marin, il va encore augmenter dans son prix. Et ça veut énormément M. Excess, parce que ça ne correspond pas du tout à ce qu'il voulait faire. Alors effectivement, il se rattrape sur les soldes des militaires, mais ce n'est pas forcément la bonne solution.